Bonjour Laure Mandeville. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe. Ce sont des conversations avec Konstantin Sigov, philosophe ukrainien, et c'est chez Talent Édition. Les Ukrainiens, ce matin encore, se réveillent avec une crainte, la crainte de bombardements russes sur leurs infrastructures énergétiques. Hier, le secrétaire général de l'OTAN disait « c'est une arme de guerre l'hiver que Vladimir Poutine veut utiliser ». Pourtant, jusqu'ici, il n'y a aucun effet sur la population ukrainienne. En tout cas, on ne voit aucun effet. Est-ce que ça peut tenir comme ça de votre point de vue? Écoutez, moi je crois que les Ukrainiens vont tenir, mais bien sûr il va falloir les aider. Car c'est vrai quand on voit ces images d'un pays plongé dans la totale obscurité, où ils témoignent de 3, 4 heures, 5 heures d'électricité par jour. Donc ça veut dire pas de chauffage, ça veut dire quasi-impossibilité de préparer de la nourriture. Donc c'est quand même une situation tout à fait incroyable, exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que de l'autre côté, ça va durer. Donc on a d'un côté cette résidence incroyable que nous décrivons dans notre livre avec Konstantin Sigov, qui est cette espèce de trésor inespéré, de divine surprise que personne n'attendait en Europe, d'une Ukraine qui est prête en tant que nation à se battre pour conserver sa liberté et défendre ses frontières et son territoire. Ce qui frappe aussi, c'est l'unité, en tout cas vu d'ici, derrière le président Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est à votre avis parce qu'il est le président et qu'il incarne la nation aujourd'hui, ou est-ce que c'est lui personnellement, vraiment en tant qu'individu, qui a réussi à créer ça, à susciter ça? Écoutez, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a un homme qui montre, qui se révèle en fait dans les difficultés d'une période incroyable qui ressemble un peu au destin de Churchill, si vous voulez. Mais simplement, lui se révèle, c'est un acteur qui avait déjà un destin totalement stupéfiant. Ce n'est pas n'importe qui, en fait, Volodymyr Zelensky. Moi, j'avais étudié son parcours. Il est né dans une ville, c'est d'ailleurs un juif russophone qui est né à Kryvyi Rog. Il avait créé cette sorte de groupe de théâtre. Il a fait une percée fulgurante dans le business aussi, et dans le théâtre, dans la télévision, les sociétés de production. Ça a toujours été un chef qui a toujours été accompagné par ceux qui l'ont suivi depuis qu'ils avaient 20 ans. Donc ça montre, si vous voulez, des qualités de chef, de quelqu'un auquel les autres font confiance. Mais bien sûr, il a été révélé par cette crise, mais il est aussi porté par une nation. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre l'Ukraine si on ne comprend pas que c'est une société horizontale et que c'est ça sa tradition. C'est une tradition cosaque où il y a toujours eu une horizontalité, une forme d'anarchie aussi, de méfiance de l'homme fort. Donc aujourd'hui, le président Zelensky n'est pas vu comme un homme fort. Il est vu comme le représentant, le chef d'orchestre d'une nation dont chaque musicien joue son rôle, que ce soit sur le front, à l'arrière, dans les écoles, les profs qui continuent à faire cours sur Internet, les chefs d'orchestre qui donnent des concerts dans les villes d'Ukraine malgré les bombes. Enfin, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. Et vous le dites un peu dans le livre, c'est ça peut-être que nous-mêmes occidentaux, et que Vladimir Poutine peut-être aussi, n'a pas vu en réalité, la manière dont la société ukrainienne fonctionnait oui, réellement. Tout à fait. Je crois que d'abord l'Occident il y avait un impensé ukrainien et l'Europe. C'est-à-dire pour nous, l'Ukraine n'existait pas vraiment sur la carte. Nous avons toujours vu l'Ukraine à travers les lunettes de la Russie, de Moscou. D'ailleurs, ce n'était pas un hasard si même les correspondants de presse étaient essentiellement basés en Russie et couvraient l'Ukraine à partir de la Russie. C'est un élément très intéressant. Pareil pour les Parce qu'on le voit comme une région, en effet. Exactement. C'était présenté comme une sorte de département ou de région de la Russie. En réalité, c'est une affaire beaucoup plus compliquée. Il y avait une nation qui était en marche depuis très longtemps. Et donc, si vous voulez, cette marche ukrainienne, elle a commencé bien avant 1991, en fait. Bien avant l'indépendance de l'URSS. Bien avant l'indépendance. Il y a un épisode qu'on a rappelé encore le week-end dernier même, qui date pour le coup des années 30, ce qu'on a appelé l'Holodomor, quand Staline avait voulu affamer les paysans ukrainiens. Quand vous dites ça date de bien avant, vous le situez à quelle époque, à quel moment voit-on émerger cette âme ukrainienne ou cette nation ukrainienne? Déjà, si vous voulez, ce que disent les Ukrainiens, c'est que la Russe qui est Vienne, en fait,
qui est le berceau de l'Ukraine actuelle, et que la Russie considère comme son berceau aussi, en réalité, ça dévie, parce que vous avez cette Russie kievienne, qui est une Russie, une Russe de principauté, de prince, pas avec un pouvoir fort du tout. Puis après, vous avez un certain nombre de princes qui vont partir vers la Moscovie, vont créer Moscou, et c'est ça, la Moscovie, qui est, si vous voulez, le départ de l'État centralisé, vertical, expansionniste que va devenir la Russie. Donc les Ukrainiens, en fait, disent même, ce qui fait évidemment rugir les Russes, que les Russes leur ont volé leur nom, la Rousse, si vous voulez. En réalité, c'est une histoire très complexe. C'est presque eux qui ont l'antériorité. Il y a un point aussi que vous soulevez, c'est le fait que c'est une société, l'Ukraine, qui peut-être, contrairement à la Russie, n'a pas peur de l'État, de ses structures, de ses systèmes d'espionnage même. Absolument, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement, ils n'ont pas ils n'accordent pas comme les Russes ce caractère sacré à l'État, où en Russie on a toujours le sentiment que l'État est carnivore et a avalé la société ou la bureaucratie. Vous savez bien, depuis De Gaulle, ça a été décrit par tous les grands auteurs russes, cette bureaucratie qui est carnivore en fait, et qui absorbe tout ce qui, tout le reste, si vous voulez, et dans laquelle, c'est la formule du marquis de Custine, vous savez, qui dit qu'en Russie, il n'y a que des révoltés et des automates. En Ukraine, c'est pas du tout ça. C'est effectivement l'émergence des individus et des citoyens. Et ce qui s'est passé dans les dernières années, donc vous l'avez dit, il y a Golodomor, il y a plein d'étapes, il y a Tchernobyl qui a été un choc extrêmement important pour l'Ukraine, où ils se sont aperçus que le pouvoir central mentait, formulait un mensonge incroyable, appelait les gens à descendre dans les rues en disant que rien ne s'était passé, que tout ça était formidable, alors que eux voyaient qu'il y avait un nuage, un problème énorme, et donc ils se sont sentis trahis, et c'est une des étapes parmi de nombreuses où la nation ukrainienne s'est dit il faut qu'on sorte en fait de ce mensonge, il faut qu'on gagne notre souveraineté. On s'autonomise à tout niveau, y compris au niveau individuel. Vous soulignez il y a un instant, l'Ukraine, c'est pas une région, pas un département de la Russie, même si Vladimir Poutine aimerait bien le voir comme ça en effet. Est-ce que pour autant vous diriez qu'elle appartient au monde occidental? On sait qu'il y a des aspirations à rejoindre l'OTAN, à rejoindre l'Union européenne un jour, pourquoi pas? Ou est-ce que vous dites que c'est une sorte d'inclassable non aligné entre deux mondes? Non, moi je dirais que l'Ukraine appartient depuis longtemps, par toutes ces antennes, tous ces liens qu'on raconte dans le livre, notamment littéraires, culturels, intellectuels, à la planète de l'Europe centrale et orientale, qui est en fait un monde encore tout à fait inconnu et qui est lui aussi en train d'émerger sur notre carte mentale, et qui, à mon avis, va jouer un rôle absolument clé dans les prochaines années. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un tremblement de terre géopolitique pour l'Europe, et qu'une nouvelle Europe est en train d'émerger. Vous dites d'ailleurs la naissance d'une nouvelle Europe, c'est le sous-titre du livre. Exactement, c'est le sous-titre du livre. Je crois qu'on a compris, j'espère qu'on a compris, en tout cas on doit comprendre en Europe, que l'Europe ne pourra plus être comme avant, après cette guerre, et que en fait les problèmes qui n'ont pas été réglés en 1991, c'est-à-dire le procès du deuxième totalitarisme du XXe siècle qui n'a pas été fait, pourra être fait, et permettra donc si vous voulez, libérer vraiment l'Europe de tous ces fantômes. Et il restera à régler la question russe, qui est un problème qui va nous accompagner pour longtemps. Mais vous êtes convaincu que déjà aujourd'hui, Poutine va perdre, ou qu'il a même perdu? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, en fait, je pense que la direction stratégique, c'est effectivement qu'il est en train de perdre. Mais je pense qu'il est dans le déni de cette défaite, c'est-à-dire il sait qu'il perd, mais il n'accepte pas de perdre. Et c'est ça qui nous menace, c'est-à-dire qu'à la fois, sur le long terme, on peut avoir l'espoir que ça va finir par une catastrophe, mais nous ne savons pas ce que cette catastrophe russe peut amener de catastrophe de notre côté. Oui, ce qui fait que cet espoir peut être aussi une très grande crainte, en réalité. Une très grande crainte, parce qu'en fait, on est face à un leader qui a montré depuis le début de son arrivée au pouvoir qu'il est un maximaliste. C'est-à-dire qu'il choisit toujours l'option maximaliste, et celle qui lui permet de gagner. La plus extrême aussi, on pourrait dire. Regardez ce qu'il a fait en Syrie. Personne ne pensait en fait que Assad resterait au pouvoir.
Poutine a misé sur une option maximaliste de reconquête de la Syrie pour Assad, et Assad est toujours en place, soutenu par les Russes. Regardez la Tchétchénie. À un moment, on ne croyait absolument pas qu'il pourrait tenir la Tchétchénie. Ça a été un rouleau compresseur. Il a mis des années et des années pour écraser sous un tapis de bombes la Tchétchénie, et il a gagné. Et donc, il pense qu'il peut faire la même chose avec l'Ukraine. Le cas de figure est très différent. Moi, je pense que l'Ukraine ne se couchera jamais. Et il y a quand même l'Occident derrière l'Ukraine. Donc, lui va jouer toutes ses cartes sur l'Occident pour essayer d'obtenir une trêve, parce qu'il sait que militairement, il est en très très mauvaise posture. Figer les positions. Figer les positions et dans 1 an, 2 ans, revenir. Et c'est la grande crainte de l'Ukraine, c'est que l'Europe, finalement, finisse par se fatiguer, finisse par lâcher, mais ce serait une grave erreur, en fait, stratégique, car ce que disent les propagandistes de Poutine chaque jour, et même les membres de ce gouvernement, c'est qu'ils sont en guerre contre nous, en guerre contre l'Occident, et que, en gros, qu'il faut aller jusqu'au bout. Au-delà de l'Ukraine, bien sûr. Voilà. En 94, vous vous rappelez récemment, vous avez publié un ouvrage qui s'appelait L'armée russe, la puissance en haillons. Alors c'était un tout autre contexte, c'était la fin de l'URSS, c'était l'armée rouge. Aujourd'hui, quel qualificatif vous pourriez employer pour décrire cette armée russe aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'elle est... ce qui est absolument fascinant, c'est que tous les problèmes que cette armée que j'avais découverte à l'époque, après le formidable tableau qui en avait été fait, notamment par les propagandistes occidentaux et du Pentagone, qui parlaient de cette armée comme une armée ultra puissante, ultra organisée, les 50 000 chars qui allaient se déverser sur l'Europe, etc., à l'époque soviétique, on s'était aperçu que cette puissance était une puissance pauvre. Et là, on a cru que c'était la deuxième armée du monde. Et là, on a répété pendant 2 mois. On a recommencé ce même, si vous voulez, cette idée que Poutine avait reconstruit cette armée, mais l'armée, en réalité, est toujours le miroir de l'État et de la société. Et c'est un État en grand désordre, un État pauvre en réalité, qui ne tient que par la puissance du gaz et du pétrole, et une société chaotique, avec des chaînes de commandement qui ne marchent pas bien. Et je voulais vous lire, parce que j'ai retrouvé... Ce qui me frappe dans tout ça, c'est la continuité entre l'époque tsariste, l'époque soviétique et l'époque actuelle. On a les mêmes problèmes, la logistique, le mépris de la vie humaine, l'absence de stratégie qui économise les hommes, le rouleau compresseur, le déferlement de la puissance de feu, tout ça, c'est dans l'histoire russe. Et je voulais vous lire juste une petite phrase de Astov Dolkustine, qui est ce grand observateur de la Russie qui avait été envoyé en Russie au XIXe siècle et qui écrivait la chose suivante: leur armée, qui brille dans les parades avec une discipline excellente, se compose, à l'exception de quelques unités choisies, de gens maintenus dans la boue, derrière les murs de leur caserne. Le teint pâle et le visage émacié des soldats trahissent leur souffrance, et car les fournisseurs volent ces malheureux, et ils reçoivent de trop maigres salaires pour satisfaire leurs besoins et s'acheter une meilleure nourriture. Ça paraît très actuel en effet. C'est toujours la même chose. Mais ça veut dire que vous ne croyez pas à l'hypothèse qui consisterait à dire que la Russie peut reconstituer ses forces. C'est un peu la question qu'on s'est posée après le retrait de Kherson. On s'est dit, ils peuvent prendre du champ et en profiter pour reposer les hommes, remobiliser, reformer, reproduire des armes, des munitions éventuellement, vu qu'ils ont tiré aussi beaucoup de missiles. Ça, c'est pas un scénario qui... C'est un scénario, je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Et ils ne parlent que de ça, si vous voulez. Ils ne parlent que de reconstituer les stocks, que de trouver des nouvelles chaînes d'approvisionnement, parce qu'ils sont en très grande difficulté à cause des sanctions pour certaines pièces détachées qui rendent extrêmement difficile, en fait, la reconstitution de ces stocks. Ils en parlent même en direct à la télévision, où ils disent il faut continuer à bombarder même les installations civiles parce que nous avons des problèmes avec notre armée, donc continuons à bombarder les civils. Donc ils reconnaissent en direct qu'ils ont tous ces problèmes, ils vont essayer, mais je crois qu'un des problèmes qu'ils vont avoir beaucoup de mal à régler, c'est le problème de la motivation. C'est-à-dire que cette armée sent bien, quand vous voyez ces malheureux soldats qui sont au front, on le voit sur tout le télégramme russe, sur tous les réseaux sociaux russes, que moi je suis avec beaucoup d'attention, on voit tous ces soldats qui disent mais qu'est-ce qu'on fait là? Ce n'est pas notre guerre. Et donc là, il y a un problème de démoralisation. Et je crois qu'il est à la base, mais il est au sommet.
vous avez Y beaucoup de compris dans généraux, l'entourage, vous voulez dire. absolument. Vous savez qu'il y a Militaire. quelques semaines, quelques mois, juste au début de la guerre, il y avait un ancien général qui est aujourd'hui à la retraite, qui s'appelle Léonid Ivachov, qui avait exprimé en fait le mécontentement d'une partie du corps des officiers en faisant une sortie, une diatribe, mais terrible contre Poutine et contre Shoigu en disant vous envoyez notre armée au casse-pipe. Cette affaire est une véritable aventure qui se terminera devant un tribunal. Et il a répété ça il y a quelques mois. Donc je crois que, si vous voulez, il y a énormément aussi d'officiers qui se taisent et qui sont complètement démoralisés par ce qui est en train de se passer. Il y a quelques jours, justement, les Ukrainiens disaient à propos de Vladimir Poutine qu'il craignait pour sa vie. C'est un conseiller de Zelensky qui disait ça. Poutine a très peur, je le cite, parce qu'il n'y a pas de pardon en Russie pour les tsars qui perdent les guerres. Est-ce que vous pensez réellement que Vladimir Poutine est menacé par son manque de résultats aujourd'hui ? Je pense absolument que si les choses continuent sur la lancée qui est celle que l'on voit aujourd'hui, qui est quand même celle d'un avantage à l'armée ukrainienne malgré tous les problèmes qu'elle a, et que la reconquête des territoires continue, je ne sais pas si ça sera pendant l'hiver ou après, mais si cette tendance se poursuit avec l'aide de l'Occident, Poutine va se retrouver face à un gigantesque problème parce qu'on ne lui pardonnera pas d'avoir perdu la guerre, et on peut très bien imaginer, c'est même peut-être le scénario le plus probable, une sorte de révolution de palais qui l'écarterait du pouvoir. Mais quand vous dites on ne lui pardonnera pas, qui peut être ce on? Qui a le pouvoir aujourd'hui de faire tomber Poutine? Parce que vu d'ici, on se dit c'est l'homme le plus puissant de Russie, c'est lui qui tient le régime. Il y a autour de lui des gens qui auraient cette capacité-là à fomenter. Là, vous un posez complot. une question très compliquée, parce que comme vous le savez, c'est une véritable boîte noire aujourd'hui. Alors, les Ukrainiens savent des choses parce que eux, ils écoutent énormément de conversations, il y a les Américains aussi. Donc, mais je pense que la difficulté, effectivement, paradoxale, c'est qu'il a avalé tout l'État. C'est un homme-État, en fait. Et donc, on peut imaginer que s'il s'effondre, tout peut s'effondrer. Mais beaucoup d'experts, je parlais avec un écrivain ukrainien qui suit de très près, Boris Kersonsky, la situation en Russie, et qui me disait on peut avoir aussi une période de trouble, c'est-à-dire de guerre intestine, comme il y avait eu par exemple après la mort de Pierre le Grand, par exemple, une espèce de vide et de tsars qui se succèdent. Donc il y a des faucons qui veulent aller plus loin, en fait, qui seront, eux, pour surenchérir, parce qu'ils savent que sinon ils perdront tout. Mais il y a aussi l'hypothèse que s'il y a une vraie défaite, le seul choix possible soit quelqu'un qui soit moins mouillé, qui sorte peut-être, qu'on n'attend pas vraiment, et qui fasse un peu ce qu'a fait le scénario, si vous voulez, de Mikhail Gorbatchev, qui arrive avec l'idée d'une nouvelle ouverture, on arrête les frais, ouais. d'une transition. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer, parce que la Russie, au fond, si vous voulez, elle est au bout du bout. Si on a une catastrophe, si ce régime s'effondre, et qu'il y a par exemple un effondrement de la Russie, c'est-à-dire que la Russie se éclate, qu'il y a des républiques qui commencent à vouloir s'en aller, ce qui n'est pas exclu en fait, vu si vous voulez, l'incurie, l'incompétence et le désastre qui suivrait. Ça peut être quand même assez cataclysmique. Mais je vois que spontanément, vous allez plutôt vers l'idée d'une révolution de palais, plutôt Révolution qu'une de palais. révolution populaire. On a vu Oui. quelques mobilisations de mères de fait. soldats. Le fait est que ça reste assez limité. Enfin, en tout cas, on voit des choses assez limitées. Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la société est complètement atomisée. C'est l'inverse de la société ukrainienne, qui est justement une société civique, puissante, vibrante. La société russe, les gens sont tous séparés les uns des autres. Tout le monde se méfie de l'autre. Personne n'ose parler. Les gens qui montent au créneau se font immédiatement embarquer par une machine ultra répressive. Les plus courageux, beaucoup sont partis, en fait. Et ce que vous voyez, c'est que c'est plutôt une révolte avec les pieds. Les gens quittent le pays, d'autres se cassent le bras. Au moment de la mobilisation partielle, il y a des hommes qui ont physiquement quitté la Russie pour échapper à cette mobilisation. Ce que disait Konstantin Sigov, qui a écrit le livre avec moi, Quand l'Ukraine se lève, il dit, en fait, c'est quand même frappant que les gens se révoltent en partant ou en se cassant le bras
pour ne pas aller au combat. Oui, au Et vous sens vous rendez propre du compte, terme, pour donc ne pas être on mobilisable. s'automutile, on ne descend pas dans la rue, mais on s'automutile pour ne pas aller au combat. Et c'est ce que Saltykov-Shchedrin, un grand observateur de la Russie, historien russe, appelait la révolte à genoux. C'est-à-dire que quand les paysans allaient voir le gouverneur ou le tsar et à genoux demandaient des changements, mais ils attendaient toujours que ce soit le tsar qui change. Et quand vous voyez les comités de maires de soldats, vous voyez que pour l'instant, elles ne remettent pas en cause la nécessité de la guerre, ni son caractère même comment dire, positif. Mhm. Elles disent il faut changer les conditions de nos fils et de nos maris. Et donc, il y a quelque chose de, je dirais, de troublant, même pour nous, dans le fait que, pour l'instant, cette révolte, elle n'est pas frontale, il n'y a pas de mobilisation. Donc, c'est vrai qu'on en revient, comme vous le dites, à l'idée de la révolution de palais. Est-ce que vous êtes tout à fait convaincu qu'on ne sous-estime pas la Russie, qu'on ne commet pas d'erreur? Parce que vous disiez, il y a un peu la boîte noire au Kremlin. Oui. Il y a une boîte noire un peu du pays aussi. Il est parfois difficile à comprendre pour nous. Quand on voit, par exemple, c'est vrai que ça paraît un peu exotique, la Suède qui identifie un couple d'espions russes sur son territoire, on se dit, il y a peut-être des relais encore, des capacités d'influence, une guerre hybride qui est menée et qui fait que la Russie n'a pas totalement dit son dernier mot. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que le principal, comme je disais tout à l'heure, la question de la capacité de la Russie à utiliser les faiblesses occidentales pour justement amener l'Ukraine à se coucher, parce qu'elle serait forcée par l'Occident à finalement s'arrêter. C'est ça la grande question. Mm. Et cette capacité à arrêter l'Occident, la Russie elle mène la guerre hybride. Mm. C'est une guerre de subversion. Je l'ai montré en fait dans une interview que j'ai donnée que Catherine Belton m'a donnée, qui a sorti un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Les Hommes de Poutine, chez Talent Édition aussi, dans lequel elle explique en fait comment les hommes du KGB en fait ont survécu à la fin du communisme et ont pris le pouvoir en Russie et ensuite ont relancé cette guerre hybride contre l'Occident. Et on voit bien qu'ils ont des réseaux ont été constitués à la fin du communisme qui sont extrêmement importants. Ils achètent des gens, ils mentent, ils sont sur les réseaux sociaux et donc ils mènent une véritable guerre hybride. Aujourd'hui, elle est un peu arrêtée parce que la guerre finalement a ouvert les yeux de beaucoup de gens, mais ça continue et je crois que c'est un des fronts sur lequel nous devons être extrêmement vigilants. Merci beaucoup, Laure Mandeville, d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle votre ouvrage, bien sûr, chez Talent Édition, Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe, avec Constantin Sigov. Et je précise qu'on recevra tout à l'heure à 10h chez Elisabeth Martichoul, une de vos consoeurs du Figaro, Margot Ben, qui vient d'être lauréate du 84e Formidable prix reporter. Albert Londres. On en est très fiers au Figaro. Un 17e prix d'ailleurs pour le Figaro. C'est tout de même à souligner. Parce que c'est la une sacrée tradition de performance. grands reportages en fait, du Figaro, notamment sur l'international, où on a depuis maintenant oui, plus de 30 ans beaucoup donné sur ce terrain, quoi. Merci d'avoir été là ce matin.